L'apéro spécial Suns. Et, et c'est pas pour critiquer. C'est ça qui est bon. Hop, 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 hop. Enfin, pas que. Oh voilà, hein, regarde-le tout de suite. Bien sûr, on va critiquer. Ah bah, Bien sûr. on doit bien critiquer les Suns. Parce qu'on va être exigeant. Tout à fait. Mais il faut quand même reconnaître qu'il y a quand même un peu de sourire quoi, dans cet apéro. Quoi. Il y a du soleil. Quoi. Regardez-le comme il met les bases tout de suite pour essayer d'annoncer la couleur. Installez-vous tranquillou, on fait la bise, petit apéro spécial Phoenix Suns. On a fait le tour de plusieurs franchises, on a fait une belle vidéo sur le classement du MVP. On a aussi envoyé nos condoléances à la famille de Blake Griffin. Cette fois, on va parler d'une équipe, vous le savez, chaque semaine on aime bien faire un peu un focus. Et donc, à chaque fois, c'est la terreur. Les gens se disent trash talk curse, que se passe-t-il depuis qu'on a fait un apéro sur les Kings? C'est la débandade à Sacramento. Que se passe-t-il chez les Knicks ou chez les Cavs? Attention, Alex, là on parle des Suns qui ont quand même joué sur leurs 7 derniers matchs. Ils ont remporté 6 matchs et ils ont un petit peu chié quand même, faut le dire, contre Phoenix. C'était ce mardi soir. Non, mais t'as raison, c'est vrai. Bon, voilà. Moi, j'ai pas peur du trash talkers. Mais Enfin, le dire non, tout de suite. c'est une légende. On verra. On verra. Ouais, 6 victoires sur les 7 derniers, 8 victoires sur les 10 derniers matchs. Oui. Les Suns sont dans une dynamique qui est quand même, faut le dire, très bonne, même si effectivement, là, le dernier match contre les Nets, très frustrant. Ça mène de ouf. Hein. Ah, vous menez Enfin, je veux quasi dire, 30 après points à la un mi-temps. Ouais, c'est ça, il y a 25 à la mi-temps. Puis c'est vraiment un choc. Alors, il y a un très beau comeback des Nets, hein, attention. Ouais. James Harden, Jeff Green, très bon. Tyler Johnson, un ancien de la maison qui vient nous saouler là, La sorti spéciale. de banc, là. L'ancien de la maison qui Voilà. vient vous punir, ça c'est un classique. Ça, c'est un grand classique. Donc voilà, c'est comme ça, ça casse une série. On n'était pas loin d'être sur 7 victoires de suite, là, côté Suns. C'est ça. Faut espérer que ça va pas trop attaquer le mental ni casser trop la dynamique. Maintenant, il y a déjà eu des sales trucs dans la saison des Suns. Il y a quand même eu, faut pas l'oublier, ce match absolument, enfin cette entame de match absolument lamentable contre les Clippers, où vraiment le match était fini à la mi-temps, enfin voilà quoi. Ouais, et ensuite il y a eu, on a choc contre les Pistons. Hein. Faut pas l'oublier celle-là aussi. Hein. Tout à fait. Ça doit gagner, mais ça va en prolongation et ça perd et tout. Bien sûr. Il y a Memphis. C'est plus moche encore. Il y a Memphis aussi où c'était pas particulièrement joli, hein, une défaite malgré les progrès de DeAndre Ayton. On va avoir l'occasion pendant cet apéro un petit peu de faire le point parce que vous le savez souvent on essaie de trouver les bons timings pour parler de chaque franchise et Dieu sait si on voulait parler par exemple des Bucks sur 4 défaites de suite. Vous inquiétez pas, on parle des Suns, il y a les Hawks qui sont en train de toquer au portillon parce que là c'est en train de chier raisons. Sévère dans la stumble, tout à fait. Mais là Phoenix, c'est un petit peu déjà l'occasion pour Alex de faire rayonner la planète mais surtout de faire un peu le point sur cette équipe qui a, comme on l'avait dit pendant les previews, complètement explosé et rehaussé ses attentes, qui se positionne tout de suite à la hauteur de ses attentes. Hein. On est top 5 de la conférence Ouest. Comment jauger ces Suns par rapport à leur début de saison et la suite quoi. C'est un peu ça la grande question. C'est ça la grande question, parce que dans la winning streak là, dont on parle, là, qui vient de se finir contre les Nets, bon, y a les Pistons, bon ok, il y a des Celtics pas très en forme, ok, il y a les Cavs, bon, d'accord. Par contre, il y a quand même les Bucks et les Sixers. Oui. Bucks au finish et Sixers bien maîtrisés, j'ai envie de dire, les Sixers. Ouais. Enfin, tu vois, genre... Mais alors, il y a quelque chose qui m'étonne quand même. Du match sérieux, je veux dire. Du match propre où petit à petit, comme ça après je te laisse, où petit à petit on a vu genre le duo Booker-Chris Paul qui petit à petit commence un peu à se trouver, à trouver l'espace de chacun et donc à devenir très performant, puisque ce sont deux joueurs forts. Bien sûr. Il y a quelque chose qui m'étonne quand même. Tu penses qu'il y a un lien de cause à effet que Devin Booker All-Star ait enfin démarré sa saison et que les Suns deviennent très forts? Non, parce que Devin Booker, sur le mois de février, le début de saison de Devin est vraiment très particulier. C'est pas terrible parce que, en fait, c'était très étonnant. J'avais fait un peu de recherche la dernière fois, un peu en détail sur son début de saison, et notamment en comparaison déjà statistiques pures et statistiques avancées sur ce qu'il avait fait par rapport aux saisons précédentes. Il avait un usage rate qui était énorme. On l'a réduit. Il y avait de la création où il y a un peu moins de passes, mais bizarrement, son scoring est plus efficace. Les pourcentages ont été en hausse.
Et pourtant, au lancer franc, moins performant. Enfin bref, le début de saison de Devin Booker a été un peu particulier parce qu'il fallait essayer de trouver sa place dans cette dynamique, et en plus dans une dynamique d'une équipe qui gagne. Donc c'est jamais facile, on en a vu souvent, des garçons comme ça qui sont habitués à avoir les pleins pouvoirs, et là il faut les partager, c'est pas facile. Un pépère sur le backcourt qui prend des ballons et tout aussi, enfin tu vois, c'est pas, on lui a pas rajouté un ailier fort, quoi. Là, complètement. On lui a mis un meneur, quoi. Complètement. Donc, forcément. On lui a dit parfois on t'enlève un petit peu ton bébé des bras, on t'a enlevé le ballon. Et là, je trouve ça pas mal qu'il y ait eu ce temps d'adaptation là, qui n'est pas arrêté, hein. Évidemment il est en cours, il va durer toute la saison, mais que là ça y est, début février, il y a commencé à avoir les retours des votes du All-Star Game, il y a commencé à avoir des gens qui ont dit oui, bon, Devin Booker All-Star, on va il voir, pas. c'est pas Moi, sûr. Je l'ai dit moi-même. Oui, bien sûr. Je l'ai dit, genre bah non, Devin Booker il a pas à être All-Star. Il était un cran dessous. Une semaine plus tard, j'étais là genre bon. Bon, après voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'il est passé sur tout le monde. Quand même en fait. Bah bien sûr, il y en a eu pour tous les goûts, hein. Les Cavs en ont pris 36, les Bucks en ont pris 30, les Sixers, un classique, hein. Philly dès qu'il rencontre Embiid, il en met quasi la quarantaine. Et puis avec Ben Simmons sur le slip, mais ça change rien du tout. Non, complètement, ouais. Il a été vraiment impressionnant, et donc ça, c'est quelque chose, je pense, à surveiller, déjà là, sur la fin de la première saison, et surtout sur la deuxième partie de saison, c'est comment est-ce qu'un gros Devin Booker, qui a fait chavirer les cœurs, hein, on s'en souvient dans la bulle, c'était un des noms les plus mentionnés, peut être allié à de la victoire. Un gros Devin Booker plus des gros Suns égale des victoires, c'est ça un petit peu ce qui m'excite sur la suite. Bah tu vois d'ailleurs le match contre les Nets là, Ouais. Devin Booker fantomatique dans le dernier quart. Ah, pas bon, hein. Vraiment. C'est fantomatique qui fait le travail. Cricri, Jay Crowder, Michael Bridges, qui tu veux, mais pas Devin Booker. Non, ouais. Et donc ça, c'est un vrai problème. Il faut que lui aussi, il trouve une certaine régularité dans l'excellence, à côté d'un mec comme Chris Paul et tout. Il y a encore, faut pas l'oublier, il y a encore beaucoup de choses à régler dans cette équipe des Suns, même s'il y a des côtés satisfaisants. Déjà le premier truc satisfaisant quand même, c'est comme tu l'as dit au début, c'est que voilà quoi, t'es 5e, t'es 4e ex-aequo des Blazers, t'as 17 victoires pour 10 défaites je crois, un truc comme ça, enfin, t'as un bilan qui te mettrait premier ou quasi de l'Est. Wow, tu vois, genre déjà ça, voilà, satisfaction. Ah bah vous avez pas connu ce genre de place depuis 10 ans. T'es un client sérieux. Quand on vient à Phoenix, là à Phoenix, on vient de le dire, hein, Phoenix ils ont accueilli l'Est. Bon, à part les Nets, tout le monde est reparti la queue entre les jambes avec une défaite. Hein. Non, ça c'est normal. Allez hop, salut les gars. Tu vois, le taf est fait. Bien sûr, et puis même le double déplacement à Dallas, par exemple, avec un gros shoot de Booker à la fin et Chris Paul qui était à la baguette, 2 énormes matchs, 29 et 34 points. Ça aussi, c'était hyper satisfaisant parce qu'il fallait prendre Dallas à ce moment-là. Tout à fait. Surtout qu'en plus, peu de temps avant, il y avait eu la double défaite en overtime contre les Nuggets. Ouais. Les deux étaient bien frustrantes. Pas tip top. Ouais. Les deux, quand t'es devant et que t'es fan des Suns, tu dis c'est bon, on va gagner. En fait, non. Ouais. Donc, bien frustrant. Donc, c'est bien de savoir réagir derrière avec 2 victoires contre Dallas. Tout à fait, t'as raison. Non, franchement, c'est pour l'instant, c'est une très bonne saison des Suns. On va pas se mentir. On est en train de respecter un petit peu les attentes qui étaient faites. Ça défend bien en plus, par séquence, mais dans l'ensemble, c'est pas mal. Ça défend bien. On est à peu près sur des standards, j'ai l'impression, qui ressemblent à ceux qui étaient attendus. Là où Phoenix, à mon avis, il gagne, c'est qu'il y a certains clients qui étaient très attendus, qui, eux, ne font pas le travail. C'est-à-dire, que va-t-il se passer quand Denver, et si Denver parvient à passer à la vitesse supérieure, quand Dallas, et si Dallas passe la vitesse supérieure. Qu'en est-il de Golden State ? Est-ce que ça reste comme ça ou est-ce que ça passe aussi à un cap sur les semaines à venir ? Phoenix, pour le moment, en fait, j'ai l'impression que dans les matchs que vous devez vraiment remporter et dans cette espèce de saison remplie d'aléas, Covid, absence, blessures, etc., vous évitez assez bien les problèmes et vous connaissez vos forces, ce qui est vraiment différent des saisons précédentes. C'est ça, il y a plus de sérénité. Après, sur ça, moi en tant que fan, évidemment, j'ai quelques matchs un peu au travers de la gorge, mais oui, évidemment. Je sais pas, les Wizards là. Moi, Memphis, je trouvais ça. D'où on bat pas les Wizards là, et Memphis là, tu vois, genre voilà. Mais oui, je suis d'accord avec toi, genre on sait, c'est avec Phoenix, c'est où ils en sont. Le groupe a l'air de bien vivre. Il y a de la profondeur de banc, on l'avait identifié ça pendant la preview. Ça se réalise, ça se voit là par exemple. Là, il y a eu besoin de mettre du Étoile mort un peu. Le haut, il sort du banc, il apporte.
On n'a pas eu Saric pendant des matchs et des matchs et des matchs. Boum, tout d'un coup, Kaminski, Cam Johnson, Kaminski a fait Crowder, le travail aussi. ça bricole. Ouais. Tu vois, il y a une profondeur de banc qui te permet de pas non plus trop stresser quand il te manque un joueur ou deux dans ta rotation. Bien sûr. Si Denver, Dallas, Golden State et autres se mettent encore plus en route que là et commencent à revenir, oui, ils sont très forts. Maintenant, Phoenix les regarde droit dans les yeux en fait là. Ah bien sûr. Phoenix dit venez les gars, allons-y quoi. Chatouillons-nous quoi, tu vois. Ouais. Donc Vas-y, donc je veux dire oui effectivement peut-être en termes de classement, c'est peut-être un petit peu plus haut que ce qu'on aurait pu, c'est peut-être d'autres équipes qui sont un petit peu en dessous. Je pense que c'est notamment des équipes Denver surtout, on va dire. Je pense que surtout oui, Denver. C'est des équipes qui sont en dessous et encore je crois que après je sais plus comment est-ce qu'on avait discuté de Dallas, je sais plus où est-ce que tu avais mis Dallas toi. Juste devant Phoenix, mais je crois voilà, tu les avais mis devant et Dallas aujourd'hui n'est pas du tout dans la même classe que Phoenix sur le début de saison. Ah non, ils y sont pas. Tout. Ça va un peu mieux du côté des Mavs, mais on est clairement pas sur le même. Ouais, mais tout à fait, il y a du chemin. Un des points qui n'étaient pas forcément les plus inquiétants, mais qui était forcément mentionné avec l'affaire Chris Paul et son arrivée dans l'Arizona, c'était je pense que personne n'avait de doute sur l'intégration. Un mec aussi fort, aussi intelligent et qui puisse être complémentaire. Désiré en plus. Et désiré tout à fait, puisse être complémentaire de Devin Booker avec Monty Williams. Bon, voilà, je pense que personne n'avait trop de doutes. Par contre, ça tient. On vient de parler dans une vidéo MVP ou dans d'autres vidéos de garçons qui ont eux aussi des dossiers médicaux, qui sont peut-être plus jeunes, mais qui ont des pépins physiques. Chris Paul, ça tient. Hein. Ça tient plutôt bien. Ça tient bien sur ce début de saison. Hein. Attention au trash talkers, mais pour le moment, ça tient. Ouais, mais son arrivée, franchement, se passe très très bien d'un point de vue tactico-technique. En plus, ça tient. Le seul petit bémol là-dedans, c'est d'un point de vue global, et j'ai pas envie de le mettre sur Chris Paul forcément, mais d'un point de vue global, Phoenix continue à tâtonner et à galérer dans l'utilisation de Ayton en attaque. C'est un peu dommage parce qu'on voit bien que de temps en temps, le pépère, quand il est servi, merde. Après, il est un peu mou. Il est un peu mou parfois lui-même, je veux dire, lui. Non, il est mou. Il y a de la mollesse, mais il y a aussi parfois où je suis un peu en mode genre, les gars, il a roulé le gros là, faut le servir sûr. Là. Tu vois, genre, là, le match justement contre Brooklyn. Non, il est censé, avec DeAndre Jordan devant et avec tout ce qu'on a pu dire. Et Jeff Green ou bien quoi. Sûr. Et avec tout ce qu'on disait ces dernières semaines sur la défense des Nets, c'est vrai qu'il y aurait dû avoir sanction. C'est vrai que DeAndre Ayton, il y a des pics vraiment impressionnants. Il y a eu des matchs où on a vu à la fois l'impact que ça donnait d'avoir un Chris Paul qui est présent et aussi d'avoir des coéquipiers qui le bousculent, parce que tu sens que les coéquipiers, d'une manière générale, sont pour le fait qu'il s'énerve. Je crois que c'est contre Memphis qu'il y a eu une action totalement anodine, où il met un dunk, il est au poste, il spin et il fait un dunk reverse avec la faute, un truc bien autoritaire, quoi. Un truc de patron, de j'ai 30 ans et je vous mets tous vos races, quoi. Et c'était pas un moment charnière du match, tu vois, mais tout le banc s'est levé parce que c'est comme si c'était une explosion soudaine de DeAndre Ayton d'énervement, et quand il est comme ça, oh là là, c'est très très flippant. Quand ouais, bien sûr. C'est là qu'il devient un numéro 1 de draft. En plus, il a progressé en défense. On sent qu'il y a eu des discussions avec Monty et tout. Donc c'est mieux. Ouais. Les Suns, j'en parlais tout à l'heure, c'est mieux en défense. Mais tu vois, par exemple, un des trucs sur lesquels les Suns peuvent encore travailler et passer un cap, c'est mieux en défense de manière globale. Par contre, là, contre les Nets, là, ça rentrait pas les paniers. C'était en défense qu'il fallait le gagner. Alors c'est vrai que tu as James Harden en face, attention c'est compliqué. Mais les grandes équipes, elles savent les gagner en défense ces matchs-là. Les Suns n'ont pas été capables de le faire. Ah mais bien sûr. Tu vois, écoute, tu finis Milwaukee, tu finis pas les Nets. Non, tu finis Milwaukee, tout à fait. Tu finis bien les Sixers. Moi j'ai beaucoup aimé le dernier quart contre les Sixers. J'étais là genre, comme ça. C'est le shutdown. Yes. C'est le shutdown du samedi soir. J'étais là genre yes, lol. Bien sûr, parce qu'à partir du moment où tu as Devin Booker qui s'amuse alors qu'il y a Ben Simmons sur le short, c'est les rôles semblent définis. Il y a quelque chose d'assez fou dans le sens où par rapport aux saisons précédentes, il y avait un côté tellement bordélique que là tu sais, rien que dans l'utilisation par exemple on a souvent parlé de Mikal Bridges par exemple, et c'est très bien ce qu'il fait. On sait qu'on va s'attendre à du 3 points, de la très très grosse défense sur le meilleur attaquant adverse. Je trouve que la façon dont Cam Johnson est utilisé est vachement bonne par Monty Williams, où on a eu certains matchs, je crois que c'est contre Indiana, tu me dis si j'ai des bêtises, mais c'est à Indiana notamment où il a pris un peu feu, où il a aidé dans certains moments où en fait ça allait un petit peu pâtir offensivement avec sa longueur de bras et avec son...
Et avec il a un corps de 3-4 moderne qui est hyper prometteur. Je sais pas si t'as vu, de temps en temps, il a pose au sol, là, il va au cercle. Ça fait l'effort. Voir ce que ça peut donner en termes de développement. Le taf de Jay Crowder aussi. Hein. C'est ça, mais chacun connaît son rôle en fait. Et c'est pour ça qu'en soi, sur DeAndre Ayton, tu vois, je comprends qu'il puisse y avoir la frustration, mais je me demande si le rôle de DeAndre Ayton, quelque part, n'est pas défini. Et que oui, dans certains soirs, peut-être qu'il va mettre à laisser 25-26 points, mais que sinon, on va prendre les 16-18, et surtout, on attend de la grosse défense de ta part, Pépère. Et du rebond. Non, mais c'est possible. Hein. Après, toute la question est de savoir, déjà, comment les Suns doivent faire, qu'est-ce qu'ils doivent bien continuer à faire pour éviter de retomber dans les travers qu'on a connus auparavant, et surtout maintenir ce niveau-là de performance actuelle qui est quand même très très bon. Ouais. Et ensuite, qu'est-ce que tu dois mettre en place, qu'est-ce que tu peux faire avec cet effectif pour devenir encore plus fort, puisque finalement le talent, je veux dire, t'as un meneur all-time, t'as un arrière qu'on a bien vu, quand il commence à chauffer, et regarde n'importe quel défenseur droit dans les yeux, il en a rien à battre. Bien sûr. On a un pivot, c'est un athlète de malade, on a des role-players de partout dans les ailes, des mecs qui savent défendre, shooter à 3 points, se battre au rebond, manque une petite rotation dans le bas court, ok d'accord, mais voilà, t'as une grosse équipe quand même. Oui. Donc qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir autre chose qu'un apéro, genre waouh, ça se passe bien un Phoenix, c'est cool, tu vois, genre pour devenir, tu vois ce que je veux dire. Tout à fait. Là où j'ai entre guillemets une mauvaise nouvelle, mais qui est bonne sur la suite, oui, quand même, c'est que je pense que comme on en a parlé, c'est évidemment pas les mêmes effectifs, mais on a parlé notamment de ce qui se passait à Miami. La saison dernière, on avait fait un apéro, on voyait cette équipe qui était séduisante, collective, qui avait des bons résultats, et on se demandait ce qui pouvait se passer. Donc évidemment, je vous souhaite le même succès, et bravo pour ces finales NBA 2021, on n'a rien pu faire. C'est qu'à l'Ouest, c'est comme une autre chanson. Hein, c'est une autre chanson, tout à fait. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, je sais pas si tu t'en souviens, on avait fait un apéro, et on avait dit, je me souviens avoir dit, donnons-leur du temps. Je sais que ça va pas trop avec la timeline de Chris Paul, mais en fait, j'ai l'impression que quelque chose a été trouvé là à Phoenix, coach, management, joueur, rôle, contrat, je pense que c'est peut-être la première fois, Alex, que toi et les fans de Phoenix, vous dormez plusieurs jours de suite en étant serein. C'est pas la première fois, mais c'est. Non, mais je veux dire, ça fait très longtemps. Ça fait très longtemps, tout à fait. Et ben, ça, je me demande s'il y a certes l'excitation et l'envie de précipiter la chose, mais que peut-être il faut voir comment se passe cette saison, ce que tu peux faire, c'est-à-dire retourner en play-off, être certainement un putain de caillou dans la chaussure d'équipe au premier tour de play-off. Et rien que déjà, si tu as ça, tu auras Devin Booker, DeAndre Ayton, Michael Bridges, Cam Johnson, qui savent ce que sont des matchs importants. Parce qu'aujourd'hui, qui vous avez qui ont vraiment connu des matchs importants ? Personne. Enfin, je veux dire, vous avez Chris Paul quand même. Non, mais et allez, tu peux dire que Dario Saric, il a déjà fait des dingueries. Jay Crowder. Et Jay Crowder, évidemment. Mais, Jay Crowder, ça se voit d'ailleurs, il apporte son expérience. Ça se bien voit. Sûr. Mais peut-être qu'il vous manque ça aussi. C'est qu'en fait, vos cadres ont juste besoin de la vie, en fait. Ils ont juste besoin de connaître les playoffs et que il faut peut-être juste vivre cette saison comme elle doit être vécue. Voilà, cette saison, mais pas plus. Tu sais comment c'est, la NBA, tout va tellement vite. Quand tu tiens un bon groupe comme ça, faut vite te démerder pour être contender. Tu le sais, sinon souvent tu laisses passer le cap parce que t'as un joueur qui devient un peu vieux, tu peux avoir un mec qui se blesse, un contrat ceci, un machin. Enfin, tu vois, la NBA, ça va très très vite. Bien sûr. Non, mais bien sûr. L'autre jour, je discutais de ça avec des fans des Celtics qui me disaient qu'ils étaient extrêmement stressés ok, c'est super, ils ont fait 3 finales de conf en 4 ans. Mais les mecs me disaient qu'en gros, ils sont stressés parce qu'ils se disent en fait, ça se trouve, on a laissé passer une fenêtre de tir là. Quand est-ce qu'on la reverra ? Et ils ont pas tort, tu vois, moi je comprends ce qu'ils veulent dire. Et ils ont pas tort, tout à fait, mais c'est pour ça que il faut voir l'agenda. Bon, après Boston, c'est vrai que ça tire la langue aussi parce qu'on a l'impression de revivre des saisons qui sont similaires. Là, il n'est même pas question de saison similaire, il est question d'une nouvelle ère. Pas question de saison similaire. On est sur une nouvelle ère, donc peut-être que ce discours il pourra être tenu si vous faites 3 fois de suite des demi-finales de conf, mais rien que déjà. Oui, je disais ça par rapport à la timeline de Chris Paul. La timeline de Chris Paul, elle est ce qu'elle est. On la connaissait, les dirigeants des Suns la connaissaient quand ils ont signé Chris Paul. T'as 2 ans. Et je dis pas qu'il y a 2 ans pour être champion. Je dis t'as 2 ans avec Chris Paul. Après, on verra ce qui se passera. Mais en tout cas, il y a 2 ans. Donc maintenant, cette première année. Après, t'en auras une autre derrière. Il y a eu des progrès qui sont évidents. Il y a un meilleur bilan. Il y a une équipe qui est
clairement positionnés pour se battre et aller en play-off sans passer par le play-in, quoi. En gros, c'est ça l'idée, hein, tu vois. Ce play-in qui, je le rappelle, va être une distribution de sel monumentale. J'aimerais autant que mes petits Suns s'y soient pas dedans, je te le dis cash. Sinon, je sens qu'il va y avoir de l'énervement. Tu crois que Denver Phoenix dans le play-in tournament, c'est pas mal? En même temps, aller faire des play-in tournament avec Chris Paul et Booker, tu sais qu'il y a d'autres mecs qui vont suer en face. Hein. Tout à fait. Genre, tu joues Chris Paul et Devin Booker en play-in tournament, t'es saoulé. Bien sûr. Mais oui, je me pose des questions. Je me dis, qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que ça vaut vraiment plus qu'un premier tour de play-off, par exemple? Bien sûr. Vois, genre, Je pense qu'il y a des équipes, tu vois, qui ont. Enfin, c'est intéressant notamment de voir ce qui se passe à Utah cette saison comme phénomène. Ouais. C'est-à-dire que on a des équipes à qui, mais tout le monde, et bravo à Utah là-dessus pour leur persévérance. Et on verra, comme on l'a dit dans l'apéro, comment ça va se passer en play-off. Mais il y a des équipes comme ça à qui on a tout le temps mis des bâtons dans les roues. On a dit, ce modèle-là, tu le connais, c'est 2 ans, quand ça passe pas, t'as pas de superstar, c'est mort, comment tu fais, etc. Et Utah, en attendant de voir ce qui va se passer, est en train de nous montrer que la persévérance, et le travail, et le développement interne, et le fait de passer des caps, ça peut aussi permettre des choses. Milwaukee et donc il y a eu aussi. Tout à fait. Et Milwaukee aussi. Saison. Exactement. Et donc je crois vraiment que moi, ce qui m'excite pour vous, c'est absolument pas cette saison. Je veux dire, c'est très bien, allez-y, performer. Mais moi, ce qui m'excite surtout, c'est que si tu reviens au training camp de la saison prochaine et que, déjà, le groupe se connaît. Parce que là, le groupe, il était bien là, à la bulle. Et on s'était posé la question de savoir si t'enlèves quand même les Kelly Oubre, les Rubio, etc. Là, il y a du nouveau. Donc, ça va vivre des matchs, et ils vivent déjà des matchs intenses où les gars ils se serrent les coudes et j'ai l'impression que votre groupe vit bien. Mais quand tu te ramènes la saison prochaine au camp d'entraînement, tu travailles sur d'autres choses parce qu'on n'est plus sur les mêmes automatismes. Et donc du coup tu dis, Michael, tu sais ce qu'il faut faire. Demain là on va se déplacer, on va aller jouer Kawhi. Et tu sais ce qu'il faut faire, Cam Johnson. Et c'est là où à mon avis tu peux être plus l'espèce de patron qui se ramène et qui dit, bon, on a été bien en année 1, maintenant on passe un cap quoi. Ouais, moi je suis plus sur cette timeline Non mais j'aime bien, c'est une bonne timeline, hein. Ça tient tout à fait la route, ça me paraît tout à fait réaliste. Je veux dire, après on va voir ce que les Suns vont nous proposer sur le deuxième tiers et le troisième tiers de la saison. Mais ces Suns-là, dans le cadre d'une série de playoffs, même avec un joueur expérimenté comme Chris Paul, est-ce que tu as vraiment les armes pour jouer des Denver sur la longueur, des Jazz sur la longueur? Oui. Pourquoi pas? Est-ce que tu as les armes pour jouer les Los Angeles sur la longueur? Ouf, tu vois, là, ça pique plus. Mais c'est déjà très bien de jouer. Non, mais c'est déjà super. C'est pas ce que je dis. Je dis pas que t'as pas les armes pour jouer Portland, Denver ou quoi. Je dis juste que demain, si tu as une série Denver-Phoenix et que Denver gagne 4-2, on va faire bon, bah ouais, ok, Jokic était injouable. Tu vois, j'en sais rien, voilà ce qui va se passer. Ce que je veux dire, c'est que ça montre bien toute la difficulté là dans cette NBA moderne. De comment tu sors des bas-fonds. Donc Phoenix a réussi à sortir des bas-fonds par la draft notamment, parce que Booker quand même c'est pas rien, par quelques bons choix managériaux aussi, des quelques bons trades, des coups un peu malins l'année dernière, Rubio c'était pas con, enfin bref voilà tout ça. Mais maintenant, une fois que tu as fait ça et que tu redeviens respectable et respecté, comment tu fais pour devenir autre chose qu'une team qui se fait défoncer le cul en premier tour de playoff, en gros, quoi? Ou en demi de conf. Ouais, c'est toute la difficulté de la NBA, sûr, en fait. Hein. Bien sûr. Denver, il se pose la question, Portland se pose la question, mais bien sûr. Utah se pose la question. Tu vois, il y a plein d'équipes qui se posent la question. Hein. Et c'est bien pour ça que quand je disais en ricanant, bon, on va voir ce que ça va donner pour notamment par exemple un Nikola Jokic, tu vois, qui a 25 ans et qui lui a eu l'occasion de voir du coup ce que sont les finales de conférence. Voyons voir ce que donne Devin Booker, 24 ans, dans des playoffs en NBA. Voyons voir ce que ce garçon peut donner, parce que si lui peut-être que on connaît le talent individuel, mais peut-être qu'en fait on en voit tous les ans des joueurs qui font des avant et des après playoffs. Bon, là on se pose la question encore de savoir ce qui s'est passé avec Jamal Murray en septembre. Mais peut-être qu'un Devin Booker, non mais c'est vrai. Mais quand on voit Devin Booker, on se dit peut-être qu'un garçon comme ça, peut-être qu'en fait Devin Booker, la première fois qu'il va faire des playoffs, on va dire genre wow, ok, c'est une superstar. Très clairement, que lui, il a un gain de confiance énorme, parce que je pense qu'il y a aussi de la pression sur les épaules de Booker. Ou c'est un mec aussi qui essaie de s'ajuster et de comprendre comment tout bien faire, parce qu'il sait qu'il y a une pression énorme s'ils ne vont pas en playoff les Suns. Donc, mais moi ça me fait marrer de faire cet apéro-là, parce que je pense qu'il y a une excitation qui est évidente, et ça se voit quand on parle, je pense avec les fans des Suns, mais je pense que c'est peut-être un mot un peu banni chez vous, mais j'ai envie de dire patience. Oui, non, monsieur, de toute façon, tu sais, alors là...
moi je pense que à un moment donné de la saison régulière et ou des playoffs, la loi du sport de haut niveau va rappeler aux Suns genre patience. Voilà, point barre. C'est ça. Maintenant, toute la question est de savoir à quel niveau ça va se passer et surtout, en fonction du niveau où ça se passe, comment tu fais derrière. Parce que là, on a parlé Nuggets, on a parlé Jazz, on a parlé Blazers. Donc, c'est des équipes, donc Nuggets et Blazers, qui ont réussi à faire des finales de conf au forceps, je le rappelle, ces dernières saisons. Donc, c'était vraiment des jolis exploits. Ouais, Underachievers, ouais, tout à fait. Mais Overachievers, pardon. Overachievers, tu vois. Mais en fait, si tu leur demandes derrière ce qu'ils veulent, c'est y retourner pour y faire mieux. Donc toute la question est là, c'est comment tu fais dans cette NBA pour, quand tu as construit ce qu'ont fait les Nuggets avec leurs jeunes, le Jazz, les Blazers, machin, et maintenant les Suns, ou pourquoi pas s'ils se réveillent les Mavs, comment tu fais après pour, pour dire, ok, on joue les Clippers, ouais, y a pas de problème, on joue les Clippers, allons-y. Tu vois, genre, allons-y, jouons les Clippers. Tu vois, c'est ça en fait le truc. Bah, c'est là qu'il faudra, il faudra voir si vous avez juste un Hall of Famer, mais un Hall of Famer en bout de route, entre guillemets, hein. Il est très fort Chris Paul, mais est-ce que vous avez un Hall of Famer en bout de route? Et est-ce que vous avez dans votre prime une superstar ou une star? Voilà. Parce que Devin Booker aujourd'hui, tu vois, par exemple, on a fait une vidéo du MVP, il est top 5 de sa conférence avec les Suns, on n'a pas prononcé les mots Devin Booker, sauf en rigolant en début de vidéo. Ouais, voilà, exactement. Et ben il faut peut-être rejoindre cette caste-là, parce que Devin Booker aujourd'hui, avec les être MVP, ça n'a pas de sens. Non, tout à fait. On a peut-être besoin de ça. Voilà. Après, d'un Bridges qui prend encore plus d'ampleur. Enfin, il y a plein de choses. Hein. Tout à fait. C'est très intéressant en tout cas. Si toi tu avais une to-do list là un peu en 3 points de ce que tu souhaites à tes petits Suns là notamment sur le finish là, il y a des matchs à New Orleans, à Memphis, contre Portland, Charlotte, Chicago, à Minnesota, chez les Lakers et contre Golden State. C'est pas non plus énorme. Il y a moyen d'en gagner là-dedans. Hein. Ouais. Qu'est-ce que la to-do list un peu en 3 points de ce que tu leur souhaites jusqu'au break du 7 mars? Se discipliner pour avoir encore plus de régularité défensive pour éviter les chokes à la con là, comme celui des Nets. Continuer à mettre Booker en confiance pour qu'il continue à trouver du rythme et qu'il redevienne un scoreur un tout petit peu plus prolifique comme il l'était les années d'avant. Je suis sûr qu'il peut le faire même à côté de Chris Paul. Et puis après, touchage de bois, pas de blessure. Ça fait un joli petit programme. Évidemment, les fans des Suns, dites-nous ce que vous pensez de tout ça. On espère que ça va bien se passer pour vous. On avait parlé de playoffs dans les previews. Il faut continuer sur cette voie-là. C'est à la bataille avec Portland pour le moment pour la 4e place de la conférence Ouest. On fait plein de bisous. On se retrouve bientôt, notamment pour un apéro des Hawks. On va leur défoncer leur gueule. Et sur ce, bon courage au Cactus et bon courage à toi, Alex. Ciao. À la prochaine. Bisous. Ciao. Ciao.